Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce sera un podcast aujourd'hui et pas une vidéo. Et dans ce podcast, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions que j'avais ouverte sur Instagram. A tout de suite! Alors, j'ai essayé de ne pas préparer les questions pour que ça reste spontané. Donc on y va. Première question. Quelle est ta meilleure astuce santé ? Il y en a plein. Ce serait très difficile de choisir une astuce santé. Mais je dirais que le plus important, c'est d'apprendre à se sonder soi-même avant tout. Avant même en fait d'essayer de faire une routine, de faire des astuces ou de faire des recettes ou des choses qui sont bonnes pour la santé, une des premières choses importantes, c'est déjà de savoir de quoi on a besoin. Donc dans un premier temps, je dirais que si vous apprenez à vous écouter, à vous sonder, à savoir de quoi vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, et à répondre du mieux possible à vos besoins, parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident. Par exemple, on peut avoir besoin de se reposer et avoir 1 millier de dossiers ou de travail à faire. Et l'idée, ce serait déjà si on s'écoute et qu'on a besoin de se reposer, de s'accorder peut-être ne serait-ce que quelques minutes de respiration ou juste de s'allonger si on peut, ou de se détendre, et seulement après prendre le dossier. Ne jamais être en train d'aller au-delà de ce que notre corps nous demande, ne jamais dépasser en fait nos limites, alors pas quand ça pourrait être mal compris. Parce que dépasser ses limites, c'est pas forcément toujours mauvais, mais par contre, quand il est attrait à la santé, quand il est attrait au besoin de repos ou au besoin de s'écouter, c'est toujours important que ce soit ça qui passe en priorité, avant la performance, avant les tâches qu'il y aurait à faire quotidiennement, de toujours regarder de quoi j'ai besoin d'abord, pour bien démarrer. Et paradoxalement, de s'accorder quelques minutes quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps et qu'on est débordé, ça peut nous rendre vraiment plus efficaces. 5 minutes pour respirer, pour se détendre, pour se recentrer, pour se réaligner. Ça peut paraître vraiment anodin et on a l'impression que ce serait contre-productif quand on a 1 million de choses à faire dans sa tête. Mais en vrai, ça permet de gagner du temps, ça permet de clarifier l'esprit et on est bien plus efficace après. Donc ça, ce serait mon conseil, je pense, le plus important. Apprenez à vous sonder et à vous accorder ce dont votre corps a besoin avant de démarrer quoi que ce soit. La deuxième question. Comment savoir s'il vaut mieux boire de l'eau froide, tempérée ou chaude ? Alors selon la médecine chinoise, il vaut mieux toujours boire de l'eau chaude, voire tempérée, et pas froide, parce que la température de notre corps est environ à 37 degrés, et que quand on boit de l'eau froide, surtout quand on le fait en mangeant, ça peut ralentir la digestion, parce que le froid va créer comme un choc thermique dans le corps, parce que tout le corps essaye de monter en température à 37 degrés pour bien digérer les aliments. Donc quand on boit de l'eau froide, voire tempérée, on ralentit la digestion et on crée après des désordres digestifs, des ballonnements ou des gaz et des petites douleurs même digestives. Les Chinois par exemple, en mangeant, ils boivent toujours chaud. Ils disent que c'est pour ne pas éteindre le feu digestif. Donc je vous conseillerais de prendre en bonne habitude, déjà de ne pas forcément boire pendant le repas, mais si vous buvez pendant le repas, et surtout très rapproché, même juste après, buvez chaud, par exemple des tisanes, c'est très très bien. Et des tisanes par exemple qui aident à digérer, c'est encore mieux, par exemple de la fenouil. La troisième question, comment mieux dormir ? Alors, pour des personnes qui auraient des insomnies ou des problèmes de sommeil, il y a une chose qui est importante à comprendre déjà en amont, c'est que beaucoup de personnes qui peuvent avoir du mal à s'endormir peuvent faire partie des personnes qui ont du mal aussi à ralentir les activités dans la journée. Par exemple, en médecine chinoise, si on utilise le critère de classification du yin et du yang pour parler de la journée qui est très très yang, dans tout ce qui est activité, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est dynamique, on va dire que c'est yang, et tout ce qui est repos, qui est calme, qui est apaisant, et la nuit, le sommeil, c'est yin.
Par exemple, si dans votre journée, vous êtes plutôt très actif, voire hyperactif, et que vous avez peu de moments yin, donc du coup apaisant, calme, il est possible que le soir, au moment de se coucher, au moment où le corps devrait être dans cette phase yin, il a du mal à y aller. Donc un des premiers conseils, ce serait déjà de ralentir progressivement les activités dans la journée pour que le corps arrive à passer de sa phase active, très yang, à sa phase très yin, très calme, de repos dans la soirée. Donc par exemple déjà, quelques heures avant de vous coucher, évitez d'utiliser des écrans, de scroller sur le téléphone ou de faire des activités qui seraient dites justement trop yang, trop dynamiques, qui vous empêcheraient de dormir. Autre chose, vous pouvez aussi écouter quelque chose d'apaisant juste avant de vous coucher. Surtout pas donc regarder quelque chose avec un écran, mais par exemple mettre de la musique, de détente, de relaxation et vous endormir avec. Alors si vous n'êtes pas tout seul pour dormir, vous pouvez mettre des écouteurs. Par exemple, vous pouvez écouter aussi des méditations juste avant de vous endormir, d'essayer aussi de respirer, de vous apaiser, de relaxer. Il y a le yoga nidra qui est très très bien aussi, qui aide pour l'endormissement, pour le sommeil, pour la détente. Donc vous pouvez taper ça sur YouTube et vous trouverez plein d'exemples. Vous pouvez faire aussi des cohérences cardiaques. Donc ça aussi pareil, vous pouvez rechercher, juste taper le nom et vous trouverez plein d'exemples. Et il y a des méthodes aussi peut-être un petit peu moins connues comme la ASMR qui vont faire des bruits de fond où ça peut aider pour certaines personnes à vous endormir. Vous pouvez faire des étirements avant de vous endormir aussi, toujours en respirant et en essayant de vous apaiser. Et autre chose pour des personnes où ce serait peut-être le vélo qui n'arrête pas de tourner, la tête qui n'arrive pas à se relaxer avant de dormir, une des choses qui peut aider, ce serait de faire la liste peut-être des tâches qui vous tournent en tête avant de vous endormir, de les écrire sur un petit calepin et surtout de ne pas vous retenir si en plein milieu de la nuit vous vous réveillez et vous avez 1000 choses dans la tête. Ne vous dites pas non, faut que je le retienne, faut pas que j'oublie. Réveillez-vous, notez-les sur le petit carnet à côté de sur votre table de chevet. Et à ce moment-là, ça va aider le cerveau peut-être à se détendre, à se décharger. Parce que comme ce sera écrit, votre cerveau évitera de se poser la question de si vous allez oublier ou pas oublier et de rester concentré sur toutes ces tâches à peut-être ne pas oublier. Autre exercice toujours d'écriture, ça peut être de revisionner sa journée, d'écrire juste avant de s'endormir pour décharger tout ce qu'il peut y avoir en tête, pas forcément que les listes des tâches à faire, mais aussi de se dire ok voilà, il s'est passé ça dans ma journée, je lâche tout, je décharge. Parce que le fait d'écrire, c'est de la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, ça aide à décharger le cerveau, parce que ça passe par la main, et du coup le cerveau il ancre ça comme ok ça sort de ma tête, ça sort de moi. Donc si vous écrivez avant de vous endormir, ça peut aider aussi à vous décharger l'esprit. Et vous pouvez aussi très bien faire des petits exercices comme de la gratitude, où vous trouvez par exemple 3 choses dans votre journée qui vous ont fait du bien. Et ça peut être des très petites choses, ça peut être que vous avez mangé un très bon petit déjeuner le matin, que vous avez joué avec vos enfants ou avec vos animaux, que vous vous êtes baladé, que vous avez vu un bel arc-en-ciel dans le ciel ou un beau soleil. Vraiment pas forcément des choses extraordinaires, mais vous vous remémorez les belles petites choses de la journée, comme ça, juste avant de vous endormir. Et ça peut sécréter de la sérotonine et vous aider à vous endormir. Et bien sûr, une autre chose importante, évitez de dormir juste après avoir mangé. Essayez d'aller vous coucher au moins 3 heures après avoir mangé et évitez du coup de manger un repas trop copieux. Parce que ça, c'est sûr que ça va pas du tout aider pour le sommeil. Quand le corps, il est en train de digérer et qu'il met toute son énergie pour digérer, c'est souvent là que le sommeil, il est très perturbé, qu'on a du mal à s'endormir, que ça peut même créer des cauchemars, des transpirations ou autres. Donc ayez un repas léger avant de vous endormir quand vous avez des problèmes de sommeil. 4e question. Quelle habitude avoir pour avoir une alimentation anti-inflammatoire ? Alors du coup, ça c'est la grande question sur l'alimentation. Tout ce qui est produit inflammatoire, c'est tout ce qui va être des produits qui vont causer de l'acidité dans le corps. Donc forcément, dans le top 3, vous allez retrouver les produits laitiers,
donc tout ce qui est bien sûr laitage, fromage, yaourt, crème, etc. Ça cause énormément d'acidité dans le corps. Ensuite, on a tout ce qui peut être viande, mais surtout les viandes rouges. Il y a énormément d'acide lactique, d'acidité. Et en troisième position, je dirais tout ce qui peut être forcément l'alcool, mais aussi le sucre. Tout ce qui est sucre raffiné, ça va vraiment pas aider. Et après, si vous voulez vraiment chipoter, vous évitez tout ce qui est alimentation transformée, vous évitez tout ce qui est fast-food, vous évitez tout ce qui est gras. Et ça, c'est forcément... quand vous enlevez tout ça, vous enlevez tout ce qui peut être inflammatoire. Et si vous voulez plus de détails encore sur l'alimentation, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait spécifiquement dessus. Je vous les mets en lien, elles devraient apparaître juste en haut de l'écran. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'alimentation que ça pourrait faire plein de vidéos juste en parlant de ça. Mais c'est sûr que tout ce qui est inflammatoire va causer des maladies ou des symptômes qui sont vraiment pas sympas, passant de la polyarthrite, de l'arthrite, du côlon irritable ou d'autres problématiques que ça pourrait accentuer, comme par exemple de l'asthme, du psoriasis, de l'eczéma. L'alimentation, c'est vraiment la source de 90% des maux. Donc, avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est une super base que vous pouvez faire à votre hygiène de vie, à votre corps. Je peux que vous le recommander. 5e question. Est-ce que le changement d'année a un impact énergétique ? Le changement d'année de décembre à janvier dans la culture occidentale a pas vraiment un changement énergétique. Par contre, selon la culture chinoise, au moment où il y a le changement du nouvel an chinois, donc qui est approximativement autour du 4 février, et donc on va très bientôt y arriver, il y aura une vidéo bien sûr là-dessus, sur l'astrologie chinoise, ça a un impact énergétique parce que la nouvelle année commence à chaque fois avec le début, l'arrivée du printemps, avec l'énergie du bois, avec l'énergie du renouveau, de la croissance, du démarrage des choses, des nouveaux projets. Donc ça fait même plus de sens pour ceux qui font des résolutions de nouvelle année, de faire ça pour début février plutôt que pour fin décembre. Par contre, fin décembre, janvier, on est dans l'énergie, toujours selon l'astrologie chinoise, on est dans l'énergie de l'eau, et ça peut être propice à de l'introspection, à de la conclusion, à du bilan, à du repos, à du cocooning, à de la relaxation. Et démarrer le nouveau projet, faire des tableaux de visualisation, ça peut se faire du coup en février. Et là, cette année, en 2024, on va passer à une nouvelle période aussi de 20 ans. On va entrer dans une période de feu. Et le feu, du coup, en astrologie chinoise, mais j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo, va nous apporter beaucoup plus de mise en lumière, de mise en image, d'apport de vérité, de révélation, de production. J'en dis pas plus, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Et donc oui, il y a un changement et un impact énergétique à chaque nouvelle année chinoise. Et cette année, en 2024, on va rentrer dans le dragon de bois. Suite dans le prochain épisode pour cette question. 6e question. Comment a démarré cette aventure dans la médecine chinoise ? Alors ça remonte vers mes 17 ans, où j'ai démarré les arts martiaux, donc le kung-fu, que je pratique toujours aujourd'hui. J'ai pu observer plusieurs techniques de médecine chinoise pendant la pratique des arts martiaux pour soulager des douleurs ou des blessures qui ont été causées dans la pratique. Et j'ai trouvé ça passionnant, et je voulais d'abord apprendre ça pour moi. C'était pas prévu que je fasse ça au niveau professionnel. Je voulais l'apprendre pour ma famille, pour avoir des connaissances autres que la médecine occidentale. Et finalement, petit à petit, la passion pour tous les arts chinois, donc que ce soit les arts martiaux, l'astrologie chinoise, le feng shui, la culture, bien sûr la médecine chinoise, a pris énormément d'espace. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et finalement, ça s'est lancé tout seul, en bouche à oreille. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir aider énormément de personnes au niveau de la santé et d'apporter toutes ces connaissances ancestrales. Je pense que c'est primordial aujourd'hui de revenir à des bases naturelles. Et je suis très contente de pouvoir apporter ma contribution dans ces méthodes alternatives, parce qu'on en a vraiment besoin, et d'autant plus aujourd'hui. Et j'espère un jour qu'on pourra travailler main dans la main avec la médecine occidentale,
et qu'on ne sera pas vu juste comme quelque chose d'étrange. Après, ouais, les consciences sont quand même en train de s'ouvrir et de comprendre et de voir surtout l'importance et la richesse que les cultures chinoises peuvent apporter. Chinoises, japonaises, asiatiques, enfin tout le reste des autres cultures qui font en fait quand même des médecines à part entière dans 3/4 du monde. Donc voilà. J'espère un jour pouvoir voir la prévention et les bilans énergétiques comme une norme, parce que je pense que c'est vraiment d'utilité publique, et j'ai de la gratitude de pouvoir faire ce métier-là depuis bientôt 7 ans aujourd'hui. Et si je peux apporter du mieux-être à quelqu'un, ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, eh ben je suis comblée. 7e question. Est-ce que vous faites de la médecine chinoise sur les enfants ? Alors oui, j'ai suivi une formation qui s'appelle le Xiao Air Tuina, et le Shonishin, c'est une combinaison des techniques chinoises et japonaises pour me spécialiser et me perfectionner sur les techniques sur les enfants. Donc oui, je fais de la médecine chinoise aussi avec les nourrissons et les enfants. La question 8 est dans le même thème. Est-ce que je connais des choses adaptées pour la santé des enfants de moins de 1 an ? Alors, comme toujours, c'est mieux de voir l'enfant de visu et de faire un bilan et du coup d'apporter des soins qui sont vraiment individuels pour lui. Mais on va dire quelque chose de très général pour les enfants de moins d'1 an. Ce qu'il faudrait toujours penser et pas oublier, c'est de leur mettre toujours un petit bonnet, parce que leur chaleur corporelle s'échappe par le haut de la tête, et que même en été, c'est très bien d'avoir un bonnet pour conserver sa chaleur. Ça peut être aussi de leur mettre une bouillotte après le repas, un petit peu dans le dos, un petit peu dans le ventre, pour aider aussi le système digestif et le réchauffement des aliments, pour qu'ils digèrent mieux. Ça peut aider pour les coliques. Et toujours pour des petits de moins d'1 an, un autre conseil, ça serait de faire attention à leur diversification alimentaire, d'éviter de le faire trop tôt. La médecine chinoise préconise d'attendre qu'il y ait les 2 petites dents du bas qui aient poussé, donc c'est environ dans les 6 mois, et de bien démarrer avec par exemple des gruaux. Donc du gruau, ça peut être le riz en base, et du riz carotte dans un premier temps, et de faire très progressivement l'apport de nouveaux aliments. Donc par exemple de rester sur un aliment pendant 1 semaine avant de changer. Ça, pour la diversification, ce serait très très bien. 9e question. Est-ce qu'il existe des immunosuppresseurs naturels ? Alors, dans tout ce qui est maladie auto-immune, on revient toujours à le plus important, c'est vraiment l'alimentation. Sans pour autant dire que c'est ça qui va régler le problème, il n'y a pas de promesse derrière, il n'y a pas de baguette magique. Mais quand on a une alimentation qui est saine, on peut vraiment réduire les problèmes et on peut améliorer le corps de manière vraiment importante. C'est éliminer tout ce qui est inflammatoire, donc comme dit les produits laitiers, la viande rouge, mais c'est aussi surtout éviter tout ce qui est gluten quand il y a des maladies auto-immunes, donc tout ce qui est pain, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est farine blanche, parce que ça reste du sucre dans l'organisme, et que le sucre, surtout le fructose, augmente le taux de protéines, la protéine CRP dans le sang, qui est un marqueur biologique d'inflammation, et ça pourrait aussi réduire notre système immunitaire. Et je parle pas bien sûr de fructose du fruit, parce que là c'est vraiment différent. Les fruits, c'est au contraire, ils ont des polyphénols qui ont des effets anti-inflammatoires. Donc c'est pas du tout la même conséquence sur notre corps que le fructose des produits transformés, ou du sucre industriel, ou les sucres raffinés. Donc tout ce qui est sucre, malheureusement, va plutôt aider à la prolifération de bactéries ou de virus et ne va pas du tout aider au renforcement du système immunitaire. Il y a des plantes en phytothérapie qui peuvent aider au système immunitaire, mais encore une fois, ce serait à voir vraiment au cas par cas et surtout individuel avec la personne. Mais dans les grands cas, il y a des grandes plantes comme l'astragale, comme le shiitake, comme le ginseng qui peuvent aider à booster le système immunitaire, par exemple. Et la 10e et dernière question, comment accompagner son cycle menstruel avec les troubles de type SOPK ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les troubles SOPK, c'est les syndromes des ovaires polykystiques. Alors déjà, le kyste, en symbolique, en psycho-énergétique chinoise, l'idée c'est que c'est une forme d'accumulation
Ça peut être une accumulation de peine, de souffrance, d'un chagrin, d'un remords face à un projet ou d'un désir qui n'a peut-être pas été réalisé. Donc c'est une solidification de quelque chose qui n'a pas été résolu, pour ceux qui sont intéressés par la symbolique, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'en médecine chinoise, peu importe le symptôme, le syndrome, on va toujours essayer de chercher la symbolique qui est derrière, pour essayer de trouver la racine du problème. Alors bien sûr, je comprends, il n'y a pas toujours tout le monde qui adhère à ces différents plans de lecture. Ça va pas forcément parler à tout le monde, et l'idée c'est que si ça vous parle pas, ben tant pis, c'est que ça vous concerne pas. Mais à ceux que ça peut parler, ça peut donner parfois des clés pour une guérison, pour une compréhension. Et sinon, d'un point de vue purement mécanique, pour ceux qui savent pas, l'un des symptômes des ovaires polykystiques, c'est les troubles des cycles menstruels. Alors l'idée avec la médecine chinoise, dans un premier temps par rapport à ce symptôme-là, ce serait déjà d'essayer de remettre les cycles le plus naturellement possible, d'avoir une régularité, d'essayer de travailler sur les douleurs et de travailler bien sûr aussi sur le psychologique et sur l'émotionnel. Parce qu'en médecine chinoise, on a toujours un point de vue holistique et tout est toujours relié. Alors pour ça, au cabinet, il y aura bien sûr des soins, il y aura des conseils en phytothérapie pour aider et accompagner. Et il y a aussi toujours l'alimentation qui aura une grande part d'importance. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des petites clés ou des nouvelles connaissances. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez d'autres questions dans ce même registre-là, tout ce qui est santé en général, vous pouvez me laisser en commentaire sous la vidéo et je répondrai dans une prochaine. À bientôt et prenez bien soin de vous.